Bonjour, dans cette première vidéo, je vais commencer la première leçon de votre programme SVT intitulée Réaction responsable de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique. Je vais chercher à décrire quelques procédés expérimentaux pour la mise en évidence des réactions de libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. En effet, un organisme vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal, a toujours besoin d'énergie pour survivre, pour croître, pour se mouvoir, pour se reproduire, pour se nourrir, etc. Cette énergie provient de notre alimentation. En effet, nos repas sont pour la plupart des composés chimiques, organiques à molécules complexes. Ce sont ces molécules qui emmagasinent de l'énergie dans leur liaison chimique. La cellule vivante doit casser ces molécules pour en extraire de l'énergie. C'est le mécanisme de cette dégradation qui est le thème de cette première leçon de votre programme. D'abord, et comme introduction, voyons ce thème dans son cadre biologique général qui est le flux de l'énergie dans l'environnement ou l'écosystème. Flux de l'énergie dans l'écosystème. Voyons ce schéma. L'origine de toute énergie, c'est le soleil. Les plantes chlorophylliennes vertes sont capables de capter une partie de cette énergie grâce à leur chlorophylle pour produire des composés organiques comme des sucres, des protéines, des lipides. C'est le phénomène de photosynthèse. On appelle donc ces plantes des êtres vivants autotrophes. Elles sont capables donc de faire cette photosynthèse et de produire la substance organique. Cette matière organique va être consommée par les consommateurs, comme l'homme, les animaux par exemple. Leurs organismes ont le pouvoir d'extraire l'énergie stockée dans cette matière organique pour rester en vie, croître, se déplacer, ou se reproduire. Ce schéma général donc du flux d'énergie est divisé en deux parties symétriques. La première partie qui concerne la production de cette matière organique par la photosynthèse a été déjà étudiée en première année du baccalauréat. La deuxième partie qui concerne cette fois-ci la consommation de cette matière organique pour en extraire l'énergie, c'est le thème du programme SVT de cette année du baccalauréat. Donc il s'agit d'un flux d'énergie, c'est le thème général. Alors on peut se poser la question suivante. Comment l'énergie est-elle extraite de la matière organique au niveau des cellules des consommateurs? Autrement dit, comment ce fruit, ce morceau de pain qu'on consomme, ce bonbon, vont-ils donner de l'énergie à notre organisme au niveau de nos cellules? Voilà le schéma général des événements. Voilà le schéma d'une cellule. Je vous rappelle donc les constituants principaux d'une cellule. On voit ici donc la membrane cytoplasmique qui entoure la cellule. Tout ce qui est à l'intérieur, donc, elle constitue le cytoplasme qui contient une substance visqueuse qu'on appelle le hyaloplasme. Puis au centre, ici, c'est le noyau. Alors, on peut se demander, parmi ces trois constituants, qui est le constituant qui intervient dans l'extraction de l'énergie des composés organiques? Ce n'est pas la membrane cytoplasmique, parce que on sait déjà dans le programme de la première année bac que la membrane cytoplasmique contrôle les échanges cellulaires entre le cytoplasme et le milieu extérieur. Elle contrôle tout ce qui concerne l'osmose, la diffusion, le transport actif, le transport passif des molécules. Le noyau non plus n'intervient pas dans ces réactions de production d'énergie à partir de la matière organique. On va voir dans ce programme, ou bien dans votre programme d'SVT cette année, que le noyau
intervient dans d'autres fonctions comme l'hérédité ou la génétique. Alors, il nous reste donc le cytoplasme, surtout donc le hyaloplasme. Ce sera donc le lieu des réactions d'extraction de l'énergie emmagasinée dans la substance ou bien dans la matière organique. Alors, voilà le schéma des événements. La cellule vivante puise la matière organique à partir du milieu extérieur. Elle absorbe aussi une quantité d'oxygène. Elle produit une quantité d'énergie nécessaire à sa survie, à sa reproduction, etc. Elle produit aussi une quantité de déchets qui vont être donc rejetés à l'extérieur. On peut donc se demander, à partir de ce schéma, comment cette énergie est-elle extraite? Quel est le rôle de l'oxygène dans ce processus? Comment la matière organique sera dégradée? D'où proviennent les déchets? Avant de répondre donc à toutes ces questions, je vais appeler donc l'ensemble de ces réactions qui se déroulent à l'intérieur de la cellule au niveau du hyaloplasme, le métabolisme cellulaire, le métabolisme cellulaire. Le métabolisme cellulaire donc se divise en deux cas. En présence d'oxygène, on dit un métabolisme aérobie, et en absence d'oxygène, on dit un métabolisme anaérobie. Alors, on va commencer cette vidéo par étudier tout d'abord le métabolisme aérobie. Petit 1, production d'énergie en milieu aérobie, c'est-à-dire le cas de présence d'oxygène. Pour étudier cette situation, on est invité à analyser et à interpréter des données et résultats expérimentaux. Il s'agit de mettre en évidence les échanges déjà cités tout à l'heure au niveau cellulaire. Regardons de nouveau le schéma précédent. Le voilà donc, c'est une cellule vivante qui puise du glucose. Donc le glucose est un type de la matière organique riche en énergie. Il puise aussi une quantité d'oxygène. Il va émettre des déchets, exemple ici le dioxyde de carbone. Il va produire une quantité d'énergie. Alors, comment peut-on prouver expérimentalement ces échanges? Comment peut-on prouver expérimentalement que les cellules absorbent bel et bien l'oxygène et rejettent le CO2? Comment peut-on donc prouver que la cellule puise le glucose pour en extraire de l'énergie? Au passé, les chercheurs avaient recours aux indicateurs colorés, comme le bleu de méthylène par exemple, ou le bleu de bromothymol, ou des substances chimiques comme l'eau de chaux. Actuellement, les chercheurs utilisent des techniques plus poussées. Ce sont par exemple la technique EXAO. C'est une technique qui consiste à utiliser des logiciels informatisés et un matériel informatique. Voilà une description simplifiée de cette technique EXAO. On aura donc besoin d'un ordinateur, d'une unité centrale par exemple, et puis de tout un matériel qu'on va décrire maintenant. Écran d'ordinateur pour afficher des résultats. On aura besoin d'un bioréacteur dans lequel on va mettre des cellules vivantes sur lesquelles on va faire les expériences et les études. Il y a une seringue qu'on va utiliser pour injecter les substances voulues, le glucose par exemple, l'oxygène, etc. Il y aura ici des capteurs ou des sondes. Ces sondes peuvent être variées. Il y aura par exemple les sondes à oxygène, des sondes à dioxyde de carbone, puis une sonde pour le glucose. Ces trois sondes vont révéler comment varient les quantités de ces trois substances au niveau de ce bioréacteur.
Puis il y a une interface qui va relier donc le bioréacteur à l'unité centrale du matériel informatique. Une technique EXAO, ça veut dire expérience assistée par ordinateur. Donc les variations des composés qui se trouvent dans le bioréacteur comme le dioxygène ou bien le dioxyde de carbone ou bien le glucose sont détectées par donc cette interface. Les signaux vont être transmis à l'unité centrale et les résultats seront affichés sur l'écran de l'ordinateur sous forme de graphe. Je vous propose dans ce qui suit des résultats expérimentaux obtenus par cette technique. Expérience. Voilà une expérience faite sur des cellules de levure. On met une culture de cellules de levure dans le bioréacteur d'un dispositif EXAO. Je répète, expérience assistée par ordinateur. Puis on injecte de l'oxygène et à l'aide des sondes à oxygène et à CO2, on suit sur l'écran de l'ordinateur l'évolution des taux de ces gaz. Au temps T1, on injecte une quantité de glucose. Le graphe de la figure suivante représente les résultats obtenus. La question, analyser et interpréter le graphe et proposer une conclusion convenable. Avant de voir ce graphe, je vous propose ce cliché, observation microscopique des cellules de levure. Donc, un ensemble de cellules de levure, ce sont des cellules vivantes qui se multiplient comme toutes les autres cellules vivantes. Et voilà maintenant les courbes qu'on obtient généralement sur l'écran de l'ordinateur. On voit ici deux graphes distincts, un graphe concernant la variation du taux d'oxygène, c'est la courbe de l'oxygène, et un autre graphe ici avec une courbe en rouge qui concerne les variations de la quantité de CO2 dans le bioréacteur. Chaque graphe donc contient deux axes, l'axe ici des ordonnées. Il concerne la concentration de l'oxygène en milligrammes par litre en fonction du temps. Le temps est gradué en minutes. Ici, on a des variations de la concentration du CO2 en millimoles par litre en fonction toujours du temps en minutes. Au temps T1, c'est le moment, c'est l'instant où on a ajouté dans le bioréacteur du glucose. Voici le genre de travail qu'on vous demande de faire. 3 étapes, d'analyser ces courbes, puis d'expliquer les variations observées, puis aboutir à une conclusion convenable. Je reviens sur ces graphes. Je précise donc cette projection concernant l'instant T1. Je commence donc par cette courbe de l'oxygène. Avant d'ajouter le glucose en T1, la courbe verte de l'oxygène était stable, constante et élevée aux environs donc de 9 mg par litre d'oxygène. Mais juste après avoir ajouté du glucose en T1, on voit nettement que le taux d'oxygène commence à diminuer dans le bioréacteur. Pour le CO2, le dioxyde de carbone, sa quantité était stable et un peu faible dans le bioréacteur, mais après avoir ajouté le glucose en T1, on voit nettement aussi que la quantité, le taux de CO2 commence à augmenter progressivement jusqu'à environ de 12 minutes, c'est-à-dire après avoir ajouté le glucose. Voilà, je récapitule l'analyse, je vais dire. Avant T1, la quantité d'oxygène dans le bioréacteur reste élevée et constante, environ 8,5 mg par litre. Et la quantité de CO2 reste faible et constante, environ 0,01 mmol par litre. Après l'ajout du glucose en T1, on observe une augmentation progressive du taux de CO2 jusqu'à ce qu'il dépasse les 0,025 mmol par litre pendant environ 14 minutes et diminution progressive du taux de l'oxygène jusqu'à environ 2,5 mg par litre pendant la même durée.
Puis je passe maintenant à l'explication de ces résultats de cette analyse. Il s'agit de répondre à la question pourquoi le taux d'oxygène était constant puis il commence à diminuer et pourquoi le taux de CO2 était constant avant T1 puis il a commencé à augmenter. Alors, voyons dans le bioréacteur, il n'y a que des cellules de levure et une solution aqueuse. Puis on a injecté de l'oxygène. Si l'oxygène diminue, où est-il passé? La seule solution, la seule réponse, c'est qu'il est consommé par ces cellules de levure. Même chose pour le CO2. Pourquoi est-ce qu'il augmente? D'où vient-il? S'il augmente, c'est parce qu'il est rejeté par ces cellules. Mais avant T1, ces cellules n'absorbaient pas l'oxygène et ne rejetaient pas le CO2. Cela prouve que la consommation de glucose est nécessaire pour avoir ces échanges. Alors récapitulons l'explication. Les cellules de la levure absorbent de l'oxygène et rejettent du CO2 lorsqu'elles consomment de glucose. Alors, de quoi s'agit-il? Je passe à la conclusion. Si ces cellules absorbent de l'oxygène et rejettent le CO2 en présence de glucose, c'est qu'elles respirent. Donc on vient de montrer que ces cellules de levure respirent. C'est le phénomène de respiration. Je récapitule. Les cellules de la levure utilisent la respiration pour produire l'énergie nécessaire à leur vie. C'est un métabolisme aérobie. Je reviens sur le schéma de départ. Le voilà, donc on vient de mettre en évidence tous ces échanges. Donc on a prouvé que la cellule consomme de l'oxygène, il consomme du glucose, il rejette le CO2 et produit de l'énergie. Alors, on peut se demander maintenant, que se passera-t-il si on prive ces cellules de l'oxygène? S'il n'y a plus d'oxygène, c'est-à-dire si on est dans un milieu anaérobie, est-ce que ces cellules vont mourir? Pour un organisme humain ou un animal, si on supprime l'oxygène de leur milieu, eh bien, ils vont mourir. Est-ce que ça doit être la même chose pour les cellules vivantes de levure? Pour répondre à cette question, on va décrire de nouveau une autre expérience. Puis, on va chercher à déterminer ou bien à décrire l'observation, puis l'explication, puis la conclusion. Comme pour la respiration, on peut utiliser de nouveau une technique EXAO. Et on peut aussi utiliser des expériences classiques utilisant l'eau de chaud par exemple. Alors je vous propose l'expérience suivante. Alors on voit ici un milieu contenant une solution d'eau et de glucose dans laquelle on a mis des cellules de levure dans une température convenable. On voit aussi qu'on a fermé ce milieu, donc il ne contient pas d'air, il ne contient pas d'oxygène. On peut dire que c'est un milieu privé d'oxygène, c'est un milieu anaérobie. On relie ce milieu par un tube à un bécher, ici, qui contient une eau colorée, ou seulement une eau ordinaire. Le bout de ce tube mène dans une éprouvette graduée renversée. Ceci est une expérience, on vous demandera donc une observation, une explication, puis une conclusion. Alors, commençons par décrire les observations. On observe généralement donc que la quantité du mélange mise dans ce milieu a augmenté, elle gonfle, il y a apparition des bulles, il y a émission d'un gaz, ce gaz passe par ce tube et arrive dans cette éprouvette, donc on peut recueillir ce gaz pour déterminer sa nature. Pour déterminer la nature des gaz dégagés et recueillis dans l'éprouvette, on va utiliser
deux tests. Premier test, c'est une bougie allumée. On va observer que la bougie s'éteint et on va conclure ou bien dire que le gaz dégagé n'est pas de l'oxygène. S'il était de l'oxygène, donc la bougie ne va pas s'éteindre. Deuxième test, le test de l'eau de chaud. On observe que l'eau de chaud trouble. Ça veut dire quoi? Que le gaz dégagé, c'est le CO2. Autre observation à partir de l'expérience précédente, pour mieux comprendre notre expérience, on va la comparer avec la pâte à pain. La pâte à pain ressemble beaucoup à l'expérience précédente. Ici aussi, il y a un mélange d'eau, une quantité de farine et des cellules de levure de bière. L'oxygène ne peut pas pénétrer à l'intérieur des pâtons. On peut dire qu'il s'agit d'un milieu anaérobie. Dans ces pâtons de pain, on observe, comme dans l'expérience précédente, que la pâte gonfle, il y a formation de bulles, donc il y a un dégagement d'un gaz, c'est le CO2. Il y a aussi l'apparition de l'odeur d'un alcool, c'est l'alcool éthylique. On passe maintenant à l'explication de ces observations. Explication. En absence de dioxygène, les cellules de la levure continuent à vivre en consommant le glucose qu'elles transforment en alcool avec libération de CO2. On dit qu'elles fermentent le glucose. Alors vous voyez que même si on prive les cellules de la levure de bière de l'oxygène, ils ne meurent pas, ils continuent à vivre. Mais ils ne font plus la respiration puisqu'il n'y a pas d'oxygène. On va voir en conclusion. En milieu anaérobie, la levure utilise un métabolisme anaérobie pour libérer l'énergie nécessaire à sa survie. C'est la fermentation alcoolique. Donc les cellules de la levure de bière, en présence d'oxygène, ils produisent l'énergie nécessaire à leur vie grâce à la respiration. Mais en absence d'oxygène, ils continuent à vivre. Ils vont produire l'énergie nécessaire à leur vie grâce à la fermentation alcoolique. Donc il y a deux phénomènes métaboliques différents. Voilà, j'ai fini cette vidéo dans laquelle j'ai essayé d'éclaircir les deux grands types de métabolisme de libération d'énergie emmagasinée dans le glucose, qui est une matière organique, à savoir la respiration cellulaire et la fermentation alcoolique. Prévoir donc dans la vidéo suivante la comparaison entre la respiration cellulaire et la fermentation alcoolique.